Une maison vieille de 830 et 1 an en Islande maintient une température intérieure de 7 degrés Celsius, lorsque l'air extérieur affiche moins 18 degrés. Pas de système de chauffage. Pas d'isolation moderne. Juste de l'herbe, de la terre et de la physique. Cette maison, c'est Keldur, construite en 1193 par un fermier islandais. Elle a survécu au petit âge glaciaire qui a décimé la moitié de la population islandaise. Elle a survécu aux éruptions volcaniques et aux tremblements de terre qui ont rasé toutes les structures en bois dans un rayon de 50 km. En 2019, des caméras thermiques ont confirmé ce que les bâtisseurs médiévaux savaient. Les murs de terre épais fonctionnent. L'isolation moderne coûte entre 8 000 et 12 000 euros. Des matériaux dérivés du pétrole. Des matériaux qui se dégradent en 30 ans. Les Vikings n'ont rien dépensé. Ils coupaient la terre du sol et l'empilaient en murs de 2 mètres d'épaisseur. Ces murs duraient 70 ans avant de nécessiter un remplacement. Quand ils s'usaient, on découpait de la nouvelle terre et on reconstruisait. Pas de chaîne d'approvisionnement, pas de fabrication industrielle, aucun coût. Aujourd'hui, nous allons examiner la science thermique derrière cette méthode de construction, pourquoi elle a fonctionné pendant 1100 ans et où elle surpasse les matériaux modernes. Étape par étape. Avant de continuer, laissez un commentaire. Racontez une expérience que vous avez vécue avec la construction naturelle ou les techniques d'isolation traditionnelles. Cela pourrait peut-être devenir une vidéo à l'avenir. Section 1. Les 3 problèmes. L'Islande médiévale imposait 3 réalités brutales à ses habitants qui rendaient la construction en tourbe inévitable. Problème numéro 1. La catastrophe du bois. Quand les Vikings ont débarqué en Islande en 870 après Jésus-Christ, l'île était boisée à 25 à 40%. Pas de chênes majestueux comme en Scandinavie. Des bouleaux nains qui atteignaient 4 mètres de haut après 50 ans. Tordus et inutilisables comme bois de construction. En 2 siècles, ces forêts avaient disparu. En 1100 après Jésus-Christ, l'Islande était dépourvue d'arbres. Construire une maison longue viking traditionnelle nécessitait 15 à 20 mètres cubes de bois droit. En Norvège, c'était abondant. En Islande, ça n'existait pas. Du bois flotté arrivait des forêts sibériennes, portées par les courants arctiques. Assez de bois pour construire la charpente d'une maison. Tout juste, pas assez pour construire des murs et un toit. La réalité mathématique, vous aviez du bois pour les poteaux et les poutres. Vous n'en aviez pas pour les murs. Le sol lui-même est devenu le mur. Problème numéro 2, l'exposition au vent. L'Islande se trouve sur la trajectoire des tempêtes de l'Atlantique Nord. Les vitesses du vent dans les zones de plaine atteignent 65 km/h pendant 10 à 20 jours par an. Dans les hautes terres, 50 jours par an. Une maison en bois, construite au-dessus du sol, encaisse chaque rafale. Le vent trouve chaque fente entre les rondins. La chaleur s'échappe continuellement. Mais une maison construite dans une colline ne présente presque aucune surface au vent. La terre absorbe la force. Le vent passe au-dessus du toit couvert d'herbe et continue son chemin. Les Islandais médiévaux ne comprenaient pas la dynamique des fluides, mais ils savaient que les maisons construites dans les collines restaient chaudes. Les maisons construites en terrain découvert gelaient. Problème numéro 3. La réalité thermique. L'hiver islandais affiche en moyenne 0 degrés Celsius le long de la côte sud, doux selon les normes arctiques. Mais les vagues de froid font chuter les températures à moins 10, moins 15, moins 20 degrés pendant plusieurs jours d'affilée. Le bois est un isolant correct, mais les murs en bois sont minces, 15 à 20 cm typiquement. Le vent pénètre les fentes, le froid rayonne à travers la surface. La terre maintient une température constante. À des profondeurs supérieures à 1,5 m, la température du sol correspond à la température moyenne annuelle de l'air. En Islande, cela signifie 4 à 5 degrés Celsius toute l'année. Construisez votre maison à moitié dans le sol. Couvrez le toit d'1 mètre de terre. Maintenant, vos murs ne luttent plus contre des températures de moins 20 degrés. Ils sont en interface avec un sol stable à 4 degrés. Le différentiel de température passe de 24 degrés à 8 degrés. La perte de chaleur est exponentiellement meilleure. Les Vikings n'avaient pas de thermomètre. Ils ne connaissaient pas le terme de gradient thermique, mais ils savaient que les maisons de tourbe maintenaient les familles en vie pendant l'hiver et que les maisons en bois ne le faisaient pas. Si cette information vous a été utile ou si vous avez appris quelque chose de nouveau, pensez à laisser un like. Section 2. La science thermique. Les murs des maisons de tourbe islandaises mesurent 2 mètres d'épaisseur. Cette dimension apparaît de manière répétée à travers les siècles et les régions, car elle représente la frontière physique entre performances insuffisantes et coûts excessifs en ressources. Les fouilles archéologiques montrent une uniformité remarquable. Keldur, 1,80 m, Glamber, 2 mètres, Stung, 1,70 m. 3 contraintes déterminaient cette dimension. La question de la valeur R. L'isolation moderne est évaluée par la valeur R qui mesure la résistance aux flux thermiques.
La fibre de verre a une valeur R de 3,1 par pouce. Un mur de tourbe d'1 mètre d'épaisseur fournit une valeur R d'environ 20. Les codes du bâtiment moderne exigent R38 pour les murs dans les climats froids. Selon cette norme, les murs de tourbe sont inadéquats. Mais la valeur R ne mesure que la résistance au transfert de chaleur par conduction, elle ignore totalement la masse thermique. C'est là que les bâtisseurs médiévaux comprenaient quelque chose que les codes modernes ratent. L'effet de masse thermique, la masse thermique est la capacité d'un matériau à absorber et stocker la chaleur. Le sol a une masse thermique exceptionnelle. 1 mètre cube pèse 1600 kg. Cette masse absorbe la chaleur lentement pendant la journée et la libère lentement la nuit. Cela crée un déphasage thermique. La température d'un mur de terre épais répond au changement de température extérieure sur une période d'heures, pas de minutes. Quand la température extérieure chute de 5 degrés à -20 durant la nuit, un mur fin en bois refroidit en 2 heures. Un mur de tourbe de 2 mètres met 48 heures à atteindre l'équilibre. Pendant ces 48 heures, l'intérieur de la maison est protégé. Le froid n'a pas encore pénétré. La famille peut dormir toute la nuit sans maintenir un feu. L'isolation moderne en fibre de verre n'a presque aucune masse thermique. Elle résiste au flux de chaleur mais ne stocke rien. Quand la température extérieure chute, la température intérieure suit en 1 heure. Si ces chiffres vous font voir les bâtisseurs médiévaux différemment, un petit like aide à diffuser cela à plus de monde. Ça prend une seconde. L'équilibre structurel, la terre est lourde. Un mur de 2 mètres d'épaisseur et 3 mètres de haut contient 19 tonnes métriques de terre par mètre linéaire. Ce poids doit être supporté par la charpente en bois. À une épaisseur de mur inférieure à 1 mètre, la stabilité structurelle est marginale. La terre peut s'affaisser sans masse suffisante. À une épaisseur de mur supérieure à 2 mètres et demi, le poids nécessite un renforcement de la charpente en bois doublé ou triplé. Cela consomme du bois rare. 2 mètres était l'optimum, assez épais pour la performance thermique et l'intégrité structurelle, assez fin pour qu'une charpente modeste puisse le supporter. L'isolation vivante, l'herbe sur le toit était fonctionnelle, pas décorative. Les plantes vivantes transpirent, tirant l'humidité du sol et la libérant par les feuilles. Ce processus d'évaporation refroidit la surface du toit en été. Des tests au musée de Skogar ont montré qu'un toit de tourbe vivante mesurait 8 degrés de moins qu'un toit d'herbe morte pendant le pic de soleil estival. Ce refroidissement par évaporation réduisait le gain de chaleur vers l'intérieur de 40%. En hiver, l'herbe entrait en dormance, mais la masse racinaire restait. Cette matrice organique piégeait l'air dans des millions de petites poches. La conductivité thermique de la tourbe vivante avec une masse racinaire dense est de 0,04 watts par mètre par degré Kelvin. Les produits d'isolation en herbe moderne, comme Gramiterm, atteignent 0,041, essentiellement identiques. Mais Gramiterm coûte 30 € par mètre carré. La tourbe ne coûtait rien. Le mur respirant, les murs de terre sont hygroscopiques. Ils absorbent l'humidité quand l'humidité est élevée et la libèrent quand l'humidité est basse. Cet effet tampon stabilise l'humidité intérieure entre 55 et 65% d'humidité relative toute l'année. Les pare-vapeurs modernes essaient de garder l'humidité complètement à l'extérieur. Mais cela crée des pièges à humidité. Si de l'eau pénètre la barrière, elle ne peut pas s'échapper. La cavité du mur pourrit. Les murs de tourbe permettent à l'humidité de migrer à travers le matériau. La vapeur d'eau se déplace d'une concentration élevée vers une concentration faible. Le mur respire. Pas de condensation, pas de moisissure, pas de pourriture. Les bâtisseurs médiévaux ne comprenaient pas la perméabilité à la vapeur, mais ils savaient que les maisons de tourbe sentaient bon et étaient confortables tandis que les maisons en bois avec des murs scellés développaient des moisissures et sentaient le renfermer. Section 3. La méthode de construction transformer une colline et de l'herbe en une habitation qui durerait 70 ans nécessitait 3 phases essentielles. Chaque phase avait des modes de défaillance spécifiques qui pouvaient faire effondrer la structure. Phase 1. Sélection du site et fondation. Le bâtisseur recherchait 4 caractéristiques critiques. Une colline avec exposition et tout sud pour capter le soleil du matin, un terrain élevé pour le drainage, un sol avec 60 à 70% de teneur en argile et de l'herbe épaisse avec de la tourbe bien enracinée. Le test était simple. Creusez un trou de 30 cm de profondeur. Pressez le sol. S'il garde sa forme, argile suffisante. S'il s'effrite immédiatement, trop de sable. S'il reste en boule quand on le lâche, trop d'argile. La fondation consistait en pierres plates, disposées 40 à 60 cm au-dessus du niveau du sol environnant. Cette élévation empêchait l'eau de couler sous la structure. Les pierres étaient ajustées étroitement sans mortier, permettant le drainage entre les interstices tout en fournissant une plateforme stable. Le squelette structurel était en bois.
4 poteaux d'angle enfoncés de 60 cm dans le sol, s'étendant de 3 à 4 mètres au-dessus du niveau du sol. Des poutres faîtières et des chevrons reliaient les poteaux d'angle. Au-dessus des chevrons, un treillis de branches fines créait une plateforme pour supporter les couches de tourbe au-dessus. Consommation totale de bois pour une maison de 6 mètres sur 10 mètres, environ 2 mètres cubes, environ 10% de ce qu'une structure entièrement en bois nécessitait. La charpente devait se tasser pendant 2 à 4 semaines avant que les murs de tourbe ne soient ajoutés. Si les murs étaient construits immédiatement, le mouvement de la charpente les fissurait. Phase 2. Récolte de la tourbe. La tourbe était coupée en blocs appelés clambras. Chaque bloc mesurait 50 cm de long, 30 cm de large et 15 cm d'épaisseur. Poids 20 à 25 kg par bloc. La tourbe était coupée dans des zones à au moins 200 mètres du chantier de construction pour éviter l'érosion. Chaque bloc devait maintenir son intégrité. La masse racinaire était le renforcement. Si les racines étaient coupées, le bloc s'effritait. Pour une maison avec 30 mètres linéaires de murs de 2 mètres d'épaisseur, le volume total de murs nécessitait 6000 blocs. 2 travailleurs expérimentés pouvaient couper et transporter environ 100 blocs par jour dans de bonnes conditions. 6 familles travaillant ensemble pouvaient terminer la récolte en 10 jours. La construction était communautaire. La survie était communautaire. Phase 3. Assemblage des murs et du toit. Les blocs de tourbe étaient empilés côté herbe vers le bas, plaçant la masse racinaire vers l'intérieur du mur pour une intégrité structurelle maximale. Les blocs étaient disposés en motif à chevrons avec des angles alternés. Cela créait une structure imbriquée qui empêchait la propagation verticale des fissures. Tous les 4 ou 5 rangs de tourbe incluaient une couche horizontale de pierre plate pour le renforcement structurel et l'évacuation de l'eau pendant la construction. Les murs étaient construits progressivement, 15 à 20 cm de hauteur par jour. Cela permettait aux rangs inférieurs de se comprimer et de se stabiliser avant que des couches supplémentaires ne soient ajoutées. À mesure que les murs montaient, des supports internes étaient ajoutés entre les murs opposés tous les 2 mètres pour empêcher la masse de terre d'écraser la charpente vers l'intérieur. La construction progressait de la fondation à la hauteur du toit sur 30 à 40 jours. Ensuite, les murs étaient laissés à se tasser pendant 1 mois avant que le toit ne soit chargé. La construction du toit suivait le même principe. Au-dessus du treillis de branches, les blocs de tourbe étaient posés en rang qui se chevauchaient, mais la tourbe du toit était orientée côté herbe vers le haut. Cela permettait à l'herbe de continuer à pousser, créant un toit vivant qui s'auto-réparait. Épaisseur de la tourbe du toit, 50 à 80 cm. Cela fournissait une isolation thermique tout en permettant à l'herbe de s'enraciner et de pousser. Le sommet du toit était couvert d'écorce de bouleau quand disponible, ou d'une double couche de tourbe pour éviter l'infiltration d'eau. Une fois terminée, la structure était invisible à 200 mètres de distance. Elle ressemblait à une colline naturelle avec de l'herbe qui poussait dessus. Avant de passer à la section suivante, j'aimerais vous demander de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de contenu sur la sagesse médiévale. Et si vous êtes déjà abonné, envisagez de devenir membre pour accéder à des vidéos exclusives sur les techniques anciennes. Section 4. Les données de performance. La preuve que cette méthode fonctionnait existe dans une structure que vous pouvez visiter aujourd'hui. Et les données sont remarquables. Entre 1974 et 1977, des archéologues islandais ont construit une reconstruction à échelle réelle de la ferme de Stung à Djurs-Sardalour. La ferme originale de l'ère viking a été ensevelie par les cendres volcaniques de l'éruption de l'Hécla en 1104 après Jésus-Christ, créant une capsule temporelle parfaite. Les archéologues l'ont excavée et ont trouvé les dimensions exactes, les matériaux et les méthodes de construction. La reconstruction a été construite en utilisant uniquement des techniques documentées de l'ère viking. Pas d'outils modernes, pas de matériaux contemporains. Cette reconstruction tient maintenant depuis 50 ans. Les chercheurs l'ont surveillée en continu. Les données de température racontent l'histoire. L'intérieur varie de 5 degrés en hiver à 14 degrés en été. L'extérieur varie de moins 18 à 25 degrés. La structure maintient une oscillation de température de 17 degrés, tandis que l'extérieur connaît 43 degrés. C'est une réduction de 60 et 1% de la variation de température. Les données d'humidité montrent que l'intérieur reste stable à 60% d'humidité relative, tandis que l'extérieur fluctue de 40 à 95%. Après 50 ans, aucune dégradation structurelle. Les murs de tourbe sont aussi solides que le jour où ils ont été terminés. L'herbe du toit continue de pousser, mais c'est là que nous devons être honnêtes sur les compromis. L'isolation moderne a des avantages clairs dans certaines applications. Les murs de tourbe nécessitent 2 mètres d'épaisseur. La fibre de verre moderne atteint une valeur R équivalente en 15 cm. Dans les environnements urbains où l'espace est précieux, cela compte.
Une maison moderne gagne 3,70 m de largeur intérieure par rapport à une maison de tourbe sur la même fondation. L'isolation moderne s'installe en quelques jours, la construction en tourbe nécessite des mois de travail. Pour la construction commerciale, avec des délais serrés, la tourbe est impraticable. Les matériaux modernes performent de manière cohérente dans tous les climats. La construction en tourbe a évolué spécifiquement pour les climats froids et secs. Dans les environnements chauds et humides, les propriétés d'absorption d'humidité qui rendent les murs de tourbe respirants en Islande créeraient des problèmes structurels. Alors quand la tourbe est-elle supérieure aux matériaux modernes? Dans des conditions où les chaînes d'approvisionnement sont peu fiables ou inexistantes, où la main-d'œuvre est disponible mais l'argent rare, où la masse thermique compte plus que l'efficacité spatiale, où le bâtiment doit fonctionner pendant des décennies sans soutien industriel. Ces conditions décrivent la majeure partie de l'histoire humaine. Elles pourraient décrire plus de notre avenir que nous ne l'attendons. Section 5. Avantages de survie. De 870 après Jésus-Christ à 1960, les maisons de tourbe étaient le type d'habitation dominant en Islande. 1100 ans d'utilisation continue. Aucune autre méthode de construction en Islande n'a duré la moitié aussi longtemps. 3 facteurs expliquent cette persistance extraordinaire. Résilience climatique. Le petit âge glaciaire a commencé vers 1300 et a duré jusqu'en 1850. Durant cette période, les températures hivernales de l'Islande ont chuté. La banquise entourait l'île pendant des mois. La population a décliné de 78 000 en 1095 à 50 000 en 1703. Les maisons de tourbe ont maintenu les familles en vie à travers cela. Les murs épais et la masse thermique permettaient la survie avec un minimum de bois de chauffage. Quand les hivers devenaient plus rigoureux, les familles rendaient simplement les murs plus épais. Les preuves archéologiques montrent cette progression. Les maisons de tourbe d'avant le petit âge glaciaire ont une épaisseur de mur d'1 à 1,5 m. Durant le petit âge glaciaire, cela augmente à 2 à 2,5 m. La méthode de construction était adaptable. Elle s'adaptait pour répondre aux conditions. Zéro dépendance à la chaîne d'approvisionnement. L'Islande, c'est de l'herbe à l'infini. En été, elle pousse de 3 à 5 cm par semaine. Un champ récolté pour la tourbe se régénère complètement en 2 à 3 ans. Cela signifiait que les matériaux de construction étaient illimités. Si votre mur nécessitait une réparation, vous coupiez de la nouvelle tourbe. Si vous vouliez agrandir la maison, vous coupiez plus de tourbe. Pas de chaîne d'approvisionnement, pas d'expédition, pas d'argent. Et comparez cela à la construction moderne. La fibre de verre nécessite du pétrole, du verre et une fabrication industrielle. Quand la chaîne d'approvisionnement se rompt, la construction s'arrête. La tourbe nécessitait une pelle et des bras solides. Tant que l'herbe poussait, la construction continuait. Réalité de l'entretien, les murs de tourbe duraient 20 à 70 ans avant de nécessiter un remplacement. Quand une section de mur s'usait, vous ne démolissiez pas la maison, vous remplaciez cette section. La nature modulaire de la construction en blocs de tourbe rendait cela simple. Une famille pouvait retourber un mur pendant un été tout en continuant à vivre dans la maison. Pas besoin de déménager pendant la rénovation. Cet entretien continu était intensif en main-d'œuvre, mais maintenait la structure en bon état continu. Une maison de tourbe ne vieillissait jamais, elle était constamment rafraîchie. Les bâtiments modernes vieillissent dès le jour où l'isolation est installée. 20 ans plus tard, elle a perdu 30 à 50% de son efficacité. Le remplacement nécessite d'éviscérer les murs. La plupart des gens le reportent jusqu'à ce que la maison soit inhabitable. Si vous commencez à voir pourquoi les bâtisseurs vikings comprenaient la physique mieux que nous ne le pensions, un abonnement signifie que vous ne manquerez pas la prochaine investigation des connaissances oubliées. Quand une famille viking passait 60 jours à couper 6000 blocs de tourbe et 60 autres jours à les empiler en murs, elle mettait en œuvre une compréhension sophistiquée de la masse thermique, de la gestion de l'humidité et du contrôle environnemental passif. Les chiffres racontent l'histoire. 830 et 1 an d'utilisation continue à quelle dure. Durée de vie de 70 ans par cycle de mur. Zéro coût en matériaux. Oscillation de température intérieure de 17 degrés contre oscillation extérieure de 43 degrés. Humidité stable de 60% toute l'année. L'isolation moderne atteint des valeurs R plus élevées dans des murs plus minces. Elle s'installe plus rapidement. Elle fonctionne dans des climats plus diversifiés. Ce sont de vrais avantages qui comptent dans la construction moderne. Mais l'isolation moderne nécessite des chaînes d'approvisionnement fonctionnelles, coûte des milliers d'euros et se dégrade à moitié efficacité en 20 ans. L'isolation en tourbe fonctionne tant que l'herbe pousse. Les deux systèmes obéissent à la même physique. Masse thermique, perméabilité à la vapeur, déphasage thermique. La différence n'est pas quel système est universellement supérieur,
La différence est quel système correspond aux conditions auxquelles vous faites face. En Islande médiévale, ces conditions étaient herbe abondante, bois rare, pas d'argent, froid extrême et isolement complet. Les maisons de tourbe n'étaient pas choisies à cause de la tradition. Elles étaient choisies parce qu'elles fonctionnaient. La connaissance encodée dans ces monticules de terre couverts d'herbe n'est pas primitive. Elle est profonde. C'est une connaissance sur le fait de travailler avec les systèmes naturels en utilisant des matériaux qui existent partout. Une connaissance qui reste valide quel que soit le siècle dans lequel vous vivez. On 100 ans d'utilisation continue, construit avec rien d'autre que de l'herbe, de la terre et du travail. Ce n'est pas primitif, c'est de la physique. Merci d'avoir regardé.